Lisanga na biso ezali solo pasi te pamba te. Ezali likambo ya moto na moto amemaka kombo na ye. Lobela bango papa. Lisanga na biso ezali solo pasi te pamba te. Ezali likambo ya moto na moto amemaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye? Kombo na ye kombo. Kombo biso banani ye? Tozali bakongole. Lisanga na biso ezali solo pasi te pamba te. Ezali likambo ya moto na moto amemaka kombo na ye. Lisanga na biso ezali solo pasi te. Ezali likambo ya moto na moto amemaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye? Kombo na ye kombo. Kombo biso tozali banani ye? Tozali bakongole. Ozala na yo moto ya lepulu. Ozali kongole. Ata obotama na yo na lekwilu. Ozali kongole. Ozala na yo moto ya leniali. Ozali kongole. Ata ozali moto ya la sankara. Ozali kongole. Ozala na yo moto ya la likwala. Ozali kongole. Mokila biso esalama arara bongo. Nzambe alinga pe boye. Nzambe alinga pe boye. Porte en bandoulière ton espérance et fais de l'Afrique de demain le plus beau de tes rêves. Conjugue ton idéal au présent et ne doute jamais de l'union. C'est elle qui fera ta force. Lisanga na biso ezali solo pasi te. Ezali likambo ya moto na moto amemaka kombo na ye. Lobela bango lisusu papa. Lisanga na biso ezali solo pasi te pamba te. Ezali likambo ya moto na moto amemaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye? Kombo na ye kombo. Kombo biso tozali banani ye? Ozali bakongole. Ata outala lekumu. Ozali kongole. Ozala na yo moto ya la bweza. Ozali kongole. Ozala na yo moto ya la cuvette. Ozali kongole. Ata obotama na le plateau. Ozali kongole. Kongo Braza, Kongo Kinshasa. Ozali bakongole. Mokili na biso Nzambe asalaka. Nzambe alinga pe boye. Na bolamu mpe bolingo na yo Nzambe asalaka bongo. Peuple congolais, ici, c'est tes Congo, le Congo de tes travailleurs, le Congo de tes technocrates, le Congo de tes tranquillités. Chers compatriotes, voici enfin la 3e vidéo dans laquelle nous vous parlons du nouveau Congo, le Congo que nous voulons rebâtir, le Congo après Sassou. Il ne sera pas question, comme dans les 2 précédentes vidéos, de vous détailler toutes les études réalisées pour le nouveau Congo. Ça, nous l'avons déjà dit. Mais c'est juste pour vous démontrer la structure organisationnelle traditionnelle de royaume sur laquelle nous nous sommes inspirés, qui nous a permis de faire cette transposition, comme nous l'avons dit dans la 2e vidéo, de ramener cette organisation, cette structure telle que le royaume était organisé. Et ça, on ne peut pas les transposer à notre nation qu'on appelle la congolaise. Le Congo d'aujourd'hui, tel qu'il est là. Est-ce qu'on ne peut pas être structuré ou organisé comme l'ont fait jaillir nos aïeux dans des royaumes? C'est ce que nous voulons voir et nous voulons démontrer. Parce que le Congo est en train de chercher comment s'organiser pour qu'il y ait une paix durable. Comment éviter pour qu'il y ait des conflits entre les régions, entre les ethnies. Beaucoup nous ont dit, et ça continue à parler, bientôt les élections 2020, Sassou va encore venir bombarder dans le pool.
bientôt les élections vont arriver, on va encore venir tuer dans le pool. Qu'à chaque fois, il y aura toujours des conflits. Peuple congolais. Cette façon de faire et de voir, vous ne pensez pas qu'on peut arrêter cela? Oui, vous allez nous dire, il suffit de faire des discours. Il suffit juste question de la bonne volonté des hommes. Oui, c'est vrai. De la bonne volonté des hommes qui vont décider de ne plus utiliser les armes, de ne plus aller tuer les frères, ça s'arrête. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une proposition, nous tenons compte de ça. Mais il y a encore une autre proposition. Où, vous savez que même dans ce que nous proposons, les gens puissent avoir une bonne moralité pour ne pas aller tuer les autres. Mais il y a toujours des égarés qui ne vont jamais respecter ce que les autres avaient déjà établi. Voilà pourquoi nous pensons que si les gens peuvent vivre de la manière en sous-groupe, en ce moment-là, le sous-groupe X ne peut pas se mettre en guerre avec le sous-groupe Y. Pourquoi? Parce que il y aurait des limites. Donc c'est ça que nous voulons développer ici, voire démontrer que si c'était possible au Congo, avec les constitutions que nous avons connues, avec tout ce que nous avons connu comme conflit et guerre, est-il possible qu'il y ait encore un autre mode de gouvernance? Donc c'est ça que nous allons détailler dans cette vidéo. Peuple congolais. Alors, nous disons, cette analyse que nous venons de faire dans la vidéo précédente nous a permis de faire une adaptation sur la nation congolaise. Le Congo étant reparti en 12 départements, nous avons maintenu l'appellation de région comme autrefois. On sait que maintenant au pays on ne parle plus de régions, on parle de départements. Mais pour notre étude, nous n'allons pas appeler ça des départements, nous allons appeler ça des régions. Donc, on peut dire que notre pays compte 12 régions, puisque Brazzaville et Pointe-Noire étant considérés comme des régions. Mais nous, pour notre étude, nous n'allons pas considérer Brazzaville et Pointe-Noire. On se limite juste à 10 départements. Alors, nous disons, chaque région devient un groupe composé d'ethnies vivant dans cette région. Et chaque région a pour capitale le chef-lieu de la région. Bien sûr, la capitale de toutes les capitales étant, bien sûr, Brazzaville. Donc, sur ce plan, on est d'accord que voilà comment on repartit notre pays. Et nous vous avons mis la carte qui est devant vous. Dans cette conceptualisation, nous avons dit les villes de Brazzaville et Pointe-Noire ne sont pas définies comme des régions. Il ne faudrait pas non plus que vous venez pour nous dire oui, mais Brazzaville, non, Brazzaville ne sera pas considérée comme région d'études ni Pointe-Noire. Peuple congolais. Nous avons 10 régions. Quand on regarde dans la partie nord, nous avons donc la Likoala, avec comme chef-lieu Imfondo. Sa population est de 36 669. Il y a la Sanga, chef-lieu sur Wesso, avec la population de 34 704. Il y a la cuvette Est, avec comme chef-lieu Owando, avec une population de 74 484. Il y a la cuvette Ouest, qui a comme chef-lieu Evo. La population est de 34 345. Au centre, on trouve les plateaux, qui a comme chef-lieu Djambala, avec une population de 81 431. Dans le sud,
on trouve le pôle qui a chef-lieu Kinkala avec une population de 134 760. Il y a le Niari qui a comme chef-lieu Lubomo avec une population de 92 401. Il y a la Bouenza qui a comme chef-lieu Madingu avec une population de 111 908. Il y a la Lekomu qui a pour chef-lieu Sibiti avec une population de 51 120. Le Kouilou avec chef-lieu Luango avec une population de 55 547. Bon, peuple congolais, on ne va pas se chicaner comme disent sur la population. Tout simplement parce que c'est des données qui sont variables, mais ici c'est simplement des tendances qu'on voulait. Vous savez que la population est juste estimée. Donc partons sur cette base-là. Vous regardez, quand vous regardez la carte qui est devant vous. Nous l'avons démontré dans la vidéo précédente. Qu'il y a ce qu'on appelle des relations interethniques qui sont là. Et puis des relations intergroupes ou interrégions que nous avons démontrées. Maintenant, parlons d'abord des relations interethniques qui existent ici. Maintenant, ici, on est dans le cas du Congo. On n'est plus dans le cas des royaumes comme autrefois. Maintenant, ici, on est dans un cas beaucoup plus réaliste avec le Congo. Et c'est ce Congo-là que nous voulons bâtir. Dans la répartition naturelle, géographique et régionale qui est devant vous, la population vit en communauté d'ethnies. Chaque région compte environ 8 ethnies. Comme nous l'avons expliqué plus loin, au sein d'une même région, il y a des ethnies qui établissent de bonnes relations. Des relations commerciales, linguistiques. Vous savez, on parle les mêmes langues. Mais il y a aussi les relations sociales dans une même ethnie, dans le groupe d'ethnies. Il y a des mariages. Il y a aussi des relations religieuses, culturelles. C'est ce que nous appelons des relations interethniques. C'est ce que vous allez voir dans cette carte conceptuelle. Autour des chefs-lieux, il y a des flèches violettes qui se présentent sous forme de satellites, sous forme des ellipses. C'est comme si c'était des ellipses qui sont là. On les a mis exprès pour vous montrer comment ces ethnies-là, autour de cette région, ont des relations entre elles. Comme si c'était des ellipses. C'est ça qui matérialise des relations interethnies. C'est en couleur violette. Alors, ces ethnies rentrent rarement en conflit dans les relations interethnies. Les flèches violettes que vous voyez là, ils n'ont pas de conflit entre elles. Et même quand le conflit existe, le conflit se règle tout de suite autour d'un Mbongi, nous l'avons dit, c'est pareil. Ici, c'est le cas beaucoup plus particulier chez le Congo, ici, et il y a aussi l'Nkanza, mais il y a d'autres appellations. De nos jours, les relations interethnies existent presque dans toutes les régions. Mais il faut faire remarquer que sur le plan commercial, les relations que ces ethnies, on est dans le cas des relations interethnies. Sur le plan commercial, ces relations-là, interethnies, ne sont peut-être pas au beau fixe, compte tenu du manque des infrastructures routières. Ces relations n'ont jamais menacé l'unité nationale. C'est-à-dire que quand vous regardez la carte, je prends l'exemple au nord, à la Likwala, en couleur violette.
vous voyez que il y a des groupes ethniques qui sont là, beaucoup de groupes, vous le savez, il y a beaucoup d'ethnies qui sont là-bas. Ces groupes-là vivent déjà en harmonie, ils vivent déjà en entente, ils ont des relations entre elles se croisent, elles se marient entre eux. Ce qui fait que quand il y a un conflit, le conflit est tout de suite réglé. Ça ne persiste pas, ça se règle. Ils n'ont pas besoin d'aller au tribunal. Ça se règle dans la famille. Parce que ce sont les mêmes, ils se connaissent. Et avec le croisement avec les autres ethnies, c'est-à-dire le mixage qu'il y a entre les ethnies, ben, ce qui fait que tout de suite, les conflits ne persistent pas. Le conflit se règle tout de suite. Alors, au Congo, nous avons quand même connu des conflits entre ethnies. Bon, mais est-ce que c'est pour autant que ça a mis l'unité en danger ou bien en cause? On va donc examiner les différents conflits qu'on a eus, qui s'est produit en interethnie. C'est-à-dire au sein d'une même région. Il pouvait y avoir des conflits. On le sait. On les a connus. Nous allons prendre deux cas. Le premier cas, c'est le conflit qui s'est déroulé en 1963. Ce conflit opposait deux ethnies d'une même région. C'est l'ethnie Lari, où appartenait Youlou, et l'ethnie les Congo-Boko, où appartenait Massamba Deba. Vous le savez, ces deux ethnies sont de la même région. Ils sont rentrés en conflit. Nous l'avons détaillé plus loin, mais on va quand même le rappeler. Pour le groupe Lari, le fait que Massamba Deba vient remplacer Youlou, les Lari, ils ont très mal digéré cela. Ils ont considéré les Congo-Boko comme des traîtres. Pour les Congo-Boko, ils ont considéré les Lari comme pour eux, c'était une façon pas de se venger, mais pour eux, c'était le moment de pouvoir remplacer cette domination qui venait chez les Lari. Parce qu'avec l'arrivée des Lari au pouvoir avec Youlou, ils considéraient que les Lari prenaient un aspect de domination envers les autres. Donc, pour eux, c'était considéré comme si c'était le moment de pouvoir tourner, si vous voulez, la pyramide, l'inverse. Donc, une façon de se venger. Venger, il faut le prendre entre parenthèses. Donc, voilà un peu des conflits qu'ils avaient eus. Bon. La question qu'on va se poser, c'est-à-dire que malgré cet incident qu'il y avait eu, est-ce que l'unité de ces deux régions-là était mise en cause? La réponse est non. Pourquoi? Parce que les Lari et le Congo continuent à se fréquenter. Pourquoi? Parce que le Congo et les Lari continuent toujours à se marier. Et puis, la cohabitation entre le Congo et les Lari n'est jamais mise en cause. Vous savez, quand... ça, c'est à titre de rappel, puisque c'est très important pendant qu'on parle de ce conflit. Quand Milongo et Kolela ont eu des problèmes, parce que cette guerre, ça s'est encore ramené jusqu'en 1992 lors des élections. Les Bakongo se sont retrouvés dans Milongo et les Lari se sont retrouvés avec Kolela. Et donc ce conflit a failli renaître.
Mais je peux vous dire que ça ne mettait pas l'unité en cause. Ils se sont même arrivés pour dire, le jour où on a dit que Kolela ne va plus se présenter, ou alors Milongo ne doit pas se présenter, les Congo et les Lari se sont retrouvés pour dire, c'est l'expression qui avait été souvent utilisée, ils ont dit une façon de dire, l'expression, je l'ai compris, ça voulait dire que le beau-père, c'est-à-dire le nouveau mari de la maman, on l'appelle aussi papa. C'est-à-dire que bien que ton père biologique soit mort, qui n'est pas là, mais celui qui vient épouser ta mère, tu l'appelles toujours papa. C'est-à-dire, à défaut de Milongo, on prend Kolela, ou à défaut de Kolela, on prend Milongo. C'est pour vous démontrer, pour dire, simplement, il y avait toujours l'unité entre les Lari et les Congo. Mais pourtant, ils étaient en conflit. Ils ont eu conflit. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, le conflit dans une même région. C'est le conflit de 1988 entre l'ethnie Mboshi de Sassou et l'ethnie Kouyou de Yombi, Onga ou bien Marien. Ces deux ethnies-là, c'est des ethnies de la région de la Cuvette. Ces deux ethnies sont rentrées en conflit. Vous le savez bien, ils ont eu beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que il est démontré que c'est Sassou qui avait tué Marien Ngouabi. Ça, on ne va plus revenir là-dessus. C'est déjà démontré, c'est connu. Tous les Congolais le savent. Ce n'est plus à mettre en doute. Ça, c'est connu. Donc, Sassou a tué Marien Ngouabi. Les Kouyous le savent. Les Kouyous le savent que c'est Sassou qui l'a tué. Les Kouyous aussi savent que c'est aussi Sassou qui a tué Onga. Ils le savent. Mais, quand Sassou fait la réunion au nord, il leur dit, vous, ici, restez unis pendant que moi je m'occupe des gens de Ngélé, les gens du sud. C'est-à-dire, il leur ramène à l'union pour dire qu'au-delà de tout ce que nous avons connu comme conflit, comme problème, j'ai tué Marien Ngouabi, c'est vrai. J'ai tué Onga, c'est vrai. Mais restez unis. Voilà, peuple congolais. Donc, quand il leur demande ça, il demande l'unité au sein d'une même région. Donc, il ne veut pas que l'unité soit en péril. Il ne veut pas que l'unité soit mise en cause. Parce que c'est très important. Peuple congolais. Et d'ailleurs, eux, ils sont encore allés plus loin. En dehors qu'il y a eu ce conflit. Ce conflit grave parce qu'il y a eu quand même mort d'hommes, des dirigeants. Ils se sont quand même retrouvés. Ils ont signé un pacte. Ils ont scellé un pacte de telle sorte que nous devons rester unis. Il faut que le pouvoir reste toujours au nord. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il y a eu comme incident entre nous, il faut que le pouvoir reste au nord. Et tous les Nords ont approuvé ce pacte-là. Ils sont tous tombés d'accord. Donc, au nom de l'unité, ils ont signé un pacte pourvu que le pouvoir reste au nord. C'est pour cela
n'attendez pas de Yombi qui viennent vous dévoiler des choses pour mettre en danger Sassou. Non, ça ne se fera jamais. N'attendez pas l'homme du Nord venir critiquer Sassou pour dire même ce que Pierre Nzé fait, ce que Mathias Nzan est en train de faire, lui qui est du plateau. Peuple congolais, ces gens-là sont restés unis. C'est pour cette raison, aujourd'hui, vous êtes en train de voir le général Jean-Marie Michel Moukoko en train de croupir en prison. C'est parce que lui, il a voulu se désolidariser de ce pacte. Parce qu'il trouve que ce n'est pas de cette façon qu'on peut diriger un pays. Il ne faut pas prendre des gens en otage. Donc, le fait que lui, Moukoko, ne se retrouve pas dans ce pacte, c'est pour cette raison qu'il est en prison. Ce n'est pas à cause parce qu'il n'a pas reconnu. Non, c'est parce qu'il s'est désolidarisé de ce pacte-là. Et pour eux, on les considère comme un traître. Ce n'est pas seulement Sassou qui le considère comme un traître, non. Yombi considère Moukoko comme un traître. Tous les hommes politiques du Nord qui ont signé le RDD, que ce soit les gens du RDD, là, qui ont signé ce pacte-là, considèrent Jean-Marie Michel Moukoko comme un traître. Voilà le vrai problème. Mais ça, nous allons aborder ça plus loin. Nous allons vous les développer. Donc, on est en train de démontrer comment au sein d'une seule même région, on peut avoir des conflits, mais les régler pour ne pas mettre en péril l'unité de la région, encore moins l'unité de la région. Peuple congolais. Ici, j'insiste. Parce qu'on nous a toujours dit, oui, mais au Congo, il n'y a pas l'unité. Au Congo, il n'y a pas l'unité. Peuple congolais, nous venons de le dire depuis, nous le disons toujours. Ce n'est pas l'ethnie qui est la cause, ni la tribu. C'est le politique, c'est l'homme politique. Les conflits, on venait de les démontrer, les conflits peuvent arriver, mais on les règle. Ça ne met pas l'unité entre les ethnies en cause, encore moins l'unité nationale. Dans les relations inter-ethnies, les gens respectent, ils respectent les valeurs des autres. Au sein d'un même groupe, les Lari respectent les Congos respectent les Lari respectent les Mbochi, les Mbochi respectent les Makwa respectent les Kouyou, ainsi de suite. Quand on arrive dans le pôle, il y a des Soundis, on les respecte, ils se respectent entre eux. Et d'ailleurs, ils tiennent compte des valeurs ethniques. Je dirais même loin des valeurs éthiques. C'est mis au premier plan. Peuple congolais. Donc voilà, pour vous dire que les valeurs que les gens ont connues dans des églises, surtout il ne faut pas oublier que le peuple congolais, surtout les peuples du Sud, c'est des croyants. Ils ont le respect des grands frères. Le respect d'âge est très important. On a des principes. Les Congolais, ils ont des valeurs qu'ils gardent. Les valeurs religieuses, les valeurs des coutumes. C'est très important. Donc, les Congos, avec les Sundis, ne peuvent pas continuer à se... Même s'il y a des problèmes, ils vont le régler tout de suite. Il y a des gens qui ont déjà réglé ce problème avant même que les conflits arrivent. Voilà pourquoi vous avez vu les Matouandré, les Malanda Makroua, comment tous ces mondes-là sont venus à l'époque pour venir établir la paix dans le pays, mais surtout dans la partie sud. Donc l'unité dans
interethnie ne pose pas de problème peuple congolais. Parlons maintenant des relations interrégions. Ici, vous allez les voir. Nous avons mis le violet dans la Likola, nous avons mis le noir pour la Sangha. La cuvette ouest, nous avons vu le bleu. La cuvette est, nous avons mis le orange, ça c'est le nord. Au centre, nous avons mis les plateaux avec la couleur rouge. Au sud, le Poul, c'est en vert. La Likumu, c'est en jaune. Le Niari, c'est en marron. Et puis, Kwilu, c'est en violette. Et puis, Bouenza, c'est en bleu ciel. Ainsi de suite. Et vous voyez les croisements des relations qu'il y a entre ces régions-là. C'est ça qu'on appelle ici des relations interrégions. Peuple congolais. Comme dans les relations interethnies, ces relations sont d'ordre commercial. Vous le savez. La Bouenza, la Niari, c'est eux qui alimentent le Poul en ce qui concerne les plantains, on le sait. C'est ça qui va jusqu'au nord. Et vous le savez, ce que la Sangha Palme produit là-bas, dans la Sangha, c'est ça qui vient jusqu'à Pointe-Noire. Le poisson qui est pêché dans la Likola, c'est ça qui vient dans le Poul, c'est ça qui va jusqu'au Niari. Vous connaissez des sacs, des poissons fumés qu'on nous envoie. Donc, le commerce entre ces régions existe déjà. Mais il y a aussi des relations linguistiques. Vous savez que notre pays a cette chance d'avoir deux langues, le Munukutuba et le Lingala. Donc quelqu'un du Kwilu peut communiquer facilement avec celui de la Likola. Celui de la Sangha peut facilement communiquer avec celui du Poul. Celui du Niari peut communiquer avec celui de la cuvette ouest. Vous voyez les avantages. C'est ça, là, ce genre de relations interrégionales. Le Congolais peut se communiquer. Mais pour revenir sur les relations, oui, bon, il y a des relations sociales, des mariages, et ça, on le sait aujourd'hui. Il y a cette mutation, toutes les régions se marient. C'est d'ailleurs la fierté de la richesse de notre pays. C'est très beau. Mais pour revenir aux relations commerciales qu'on a eues là, on venait de dire que ça se communique, le poisson se vend à gauche, à droite, mais il y a un souci qui est là. C'est qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, peuple congolais. Et ça, c'est un grand handicap pour nous les Congolais. Parce qu'il manque des infrastructures routières dignes qui devaient permettre de relier toutes les régions. Mais cet handicap, là, parce que c'est tout un grand handicap, cet handicap est fait volontairement par l'homme politique. Vous saviez, quand Youlou arrive au pouvoir, il crée la route nationale numéro 1 et la route nationale numéro 2. On est déjà à la veille, juste après l'indépendance. Ce sont les mêmes routes qui sont encore jusqu'aujourd'hui. Pouvez-vous vous rendre compte? Donc, ce qui fait que tous les gouvernements qui sont arrivés là, après ça, ils n'ont pas ajouté grand-chose comme route. Tout ce qu'ils ont fait, c'est juste aménager. Et même en aménageant, ils n'ont pas créé des autres routes. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez nous dire, avec la municipalisation accélérée, Bouya a créé des routes. Le peuple congolais, ces routes, ils ont fait juste aménager des routes. On parle ici des vrais axes principaux, ce n'est pas des axes secondaires, des grandes routes. Vous savez, dans un pays qui veut se développer, il doit avoir des grandes routes. Il doit avoir des autoroutes. Aujourd'hui, il y a encore des ponts, quand on regarde dans ces routes-là, des ponts en bois. Peuple congolais, ce n'est pas normal. Donc il n'y a pas de communication. Et dès lors qu'il n'y a pas de communication entre les régions,
il n'y a pas de développement. L'homme politique, quand il est venu, à partir de 1960, après 1968, il a instauré une politique d'isolement des régions. Pourquoi? Parce qu'il faut diviser pour régner. Voilà le peuple congolais. Aujourd'hui, le Congo manque de voies de communication. Et Sassou a déjà fait 40 ans au pouvoir. Si pendant ces 40 ans, Sassou a travaillé, si vraiment il aimait le Congo, il devait nous créer des routes, des communications partout pour développer le pays, pour désenclaver les régions. Regardez dans les réseaux sociaux, vous voyez comment des camions pour partir quand il pleut, ils sont mourbes, ils sont là. Peuple congolais. Alors que nous avons une terre qui facilite, on peut créer des routes sans problème. On connaît beaucoup de pays. Pour créer une route, c'est tout un problème. Parce qu'il y a trop d'inondations. Mais nous avons une terre solide où on peut construire des routes sans trop prendre de risques. Mais si nous en sommes là, c'est la volonté manifeste de l'homme politique. Et c'est ce genre de politique-là qui entraîne le tribalisme et non pas l'ethnie. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une ethnie ou à une tribu qu'on devient tribaliste. Non, c'est sans vos discours. C'est le système politique qui amène le tribalisme. Peuple congolais. Le Congo manque de croisements interrégionaux qui devrait être l'émancipation même de l'ouverture du Congo vers le développement. L'aménagement de ces relations devrait permettre également au pays de sortir de l'autosuffisance alimentaire. Parce que tout ce que la Likwala paye là-bas comme poisson, par manque de route, n'arrive pas dans les autres régions. Ils sont obligés de le consommer tout seuls. Tout ce que le poule produit par manque de route, ça ne peut pas aller à la cuvette ouest. Tout ce que le Niari produit par manque de route n'arrive pas à la Sanga. Donc, ils sont obligés de consommer sur place. Mais là, avec ce système, il ne peut pas y avoir de développement. Et encore, s'il y avait des routes, avec ce croisement, parce que le Congolais, là, les Congolais devraient manger à sa faim. Le coût de vie devait devenir moins cher. Les choses, parce que ce que nous produisons, nous le consommons nous-mêmes. Dans le Kouilou, il y a du poisson qui est produit. On produit en même temps du poisson dans la Sanga. Mais les Congolais ne devaient pas manger du poisson. Quand on sait que dans le Niari, il y a le barrage, et qu'on peut construire un barrage dans le Poule avec le barrage avec les chutes de l'Ufulakari, on ne pouvait plus avoir le manquement d'électricité dans le pays. Et aujourd'hui, on nous parle de délestage. Mais peuple congolais, c'est des choses qui ne devaient pas exister dans un pays riche. Peuple congolais. Et en ce moment-là, on peut même exporter des produits dans les pays de l'Afrique centrale, pourquoi pas en Europe, en Amérique, comme font le Cameroun qui envoie des produits en Amérique. On peut le faire. Mais pour arriver à ce niveau, il faut d'abord que sur le plan national, ces choses existent. Il faut que le Congolais d'abord vive à sa faim. Et pour que le Congolais vive à sa faim, il faut qu'il y ait des routes. Et c'est ça le développement. Peuple congolais. Les croisements que vous voyez là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez par exemple la Sanga, il est en relation avec la cuvette Est, la cuvette Ouest, les plateaux, le Poule, le Niari, la Bwenza, la Likumu, le Kouilou, et vice-versa.
Quand vous prenez la Likwala, je suis encore dans la partie nord. La Likwala est en relation avec la cuvette est, la cuvette ouest, les plateaux, le Poul, le Nyari, la Bwenza, la Lekumo, le Kwilu, et vice-versa. Quand vous prenez la cuvette est est en relation avec la cuvette ouest, avec le plateau, avec le Poul, avec le Nyari, la Bwenza, la Lekumo, le Kwilu, et vice-versa. Quand vous prenez la cuvette ouest, il est en relation avec les plateaux, avec le Poul, le Nyari, la Bwenza, la Lekumo, le Kwilu, et vice-versa. Et quand vous arrivez dans le plateau, vous prenez donc la cuvette de la région des plateaux, ben, ils sont en relation avec les Pouls, le Nyari, la Bwenza, la Lekumo, le Kwilu, et vice-versa. Et enfin, quand vous arrivez dans la partie sud, vous prenez le Poul, il est en relation avec le Nyari, la Bwenza, la Lekumo, le Kwilu, et vice-versa. Et le Nyari est en relation avec la Bwenza, la Lekumo, le Kwilu, et vice-versa. La Bwenza est en relation avec le Lekumo, le Kwilu, et vice-versa. Et enfin, la Lekumo est en relation avec le Kwilu, et vice-versa. Donc, il y a toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire que chaque région peut être en relation avec n'importe quelle région. Et oui. Donc, si nous faisons toutes les combinaisons possibles pour relier les régions entre elles. Et si donc on fait le petit cours de mathématiques comme on l'a fait un peu comme on l'avait fait dans la deuxième vidéo, vous conviendrez que ici, peuple congolais, si on veut calculer le nombre de croisements que vous voyez là, vous pouvez les compter. Hein. C'est pour cela qu'on les a mis en couleur. Pour ceux qui veulent le compter, vous pouvez le compter. Mais pour ceux qui ont fait les mathématiques, vous pouvez les calculer. En faisant justement le cours, les calculs sur les combinaisons avec répétition. C'est ce qu'on appelle en mathématiques CNP, qui est égal à P factoriel sur N factoriel entre parenthèses N moins P factoriel. C'est la même chose quand vous allez le faire ici. Et donc, quand on le calcule en prenant 2 régions parmi 10, ça donne quoi? Ça donne 10 factoriel sur 2 factoriel entre parenthèses 10 moins 2 factoriel qui est égal à 10 factoriel sur 2 factoriel 8 factoriel égal à 5 fois 9 qui est égal à 45. Peuple congolais, tout ce que vous voyez là, toutes les combinaisons que vous voyez là, il y en a 45. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec 45 grandes routes, on appelle des routes, ce n'est pas des routes secondaires, mais des routes principales au Congo pour relier nos chefs-lieux, nos régions. On en a besoin que de 45. 45, ce n'est rien par rapport aux autres pays qui en comptent peut-être plus d'une centaine. Déjà rien qu'avec 45 des grands axes, là, des grandes routes, on a besoin que de 45. Peuple congolais, sans compter les routes secondaires. 45 grandes routes. Vous pouvez relier toutes les régions. Et tout va se distribuer sans problème. Les gens vont rentrer en contact sans problème. Mais l'homme politique qui est venu depuis 1968 n'a jamais vu ce genre de choses. Il nous a seulement menés dans des guerres inutiles. Il nous a seulement menés dans la division. Il nous a tout simplement amenés dans des choses pour nous départager alors que le Congolais se mariait entre eux. Il était juste question de nous mettre des routes qui fait que quelqu'un qui quitte le Kwilu peut aller jusqu'à la Lekumo. Au bout de 3 heures, il peut quitter Pointe-Noire et se retrouve à Infondo en 3 heures. Aujourd'hui, chose impossible. Après 60 ans d'indépendance, peuple congolais. C'est incroyable. C'est malheureux. Alors, la représentation graphique prouve que le mode de répartition instauré dynamise l'autonomie de chaque région et contribue fortement au développement du pays. Peuple congolais. Sassou arrive au pouvoir, il ne fait rien. Je vous ai dit, peuple congolais, qu'en 5 ans, nous pouvons faire
Ce que Sassou n'a pas pu faire en 30 ans. Les études ont été faites. Les études ont été déjà réalisées, peuple congolais. Nous vous avons dit tout est possible. Ne désespérez pas, peuple congolais. Notre pays a déjà 60 ans d'indépendance. 60 ans, c'est encore jeune. Quelqu'un qui a 60 ans, il est encore solide. Donc notre pays est encore solide. Malgré que Sassou est en train de piller pour vendre aux Chinois, tout, le pays est encore solide. Et nous pouvons encore sauver ce pays. Je vous ai dit qu'en 10 ans, on peut rattraper les 60 ans. En 10 ans, avec ce genre de croisement. Notre pays égorge beaucoup de potentiel. Tant sur le plan intellectuel, je voulais parler par là sur le plan humain. Nous avons des ingénieurs, des gens qui ont étudié. Nous avons des médecins, nous avons déjà formé des cadres. C'est à l'époque de Massamba Deba, quand il fallait exploiter le pétrole, il disait non, on ne peut pas encore exploiter le pétrole dans mon pays parce que je n'ai pas encore des cadres. Lui, il avait refusé. C'est Sassou, c'est Marien qui est venu pour commencer à exploiter le pétrole. Massamba Deba, son économie s'est basée sur l'agriculture. Comme Youlou. C'est à partir de Marien qu'on a commencé à exploiter le pétrole. Et aujourd'hui, le pétrole appartient au fils de Sassou. On appelle Kiki le pétrolier. Mais peuple congolais, c'est le pétrole du Congo. Alors je disais, au temps de Massamba Deba, il disait non, je ne veux pas exploiter le pétrole parce que je n'ai pas encore de cadres. Mais aujourd'hui, le pays a des cadres. Donc on peut le faire. Peuple congolais, tout est possible. Même comme Sassou a pris le pétrole, il veut le mettre dans sa poche. Et il en a donné à son fils. Un abruti comme ça qui commence à dire que le pétrole appartient. Vous pensez que ces gens, ils ont quelque chose dans le cerveau? Et puis les gens du PCT, ils sont là en train d'applaudir pour dire oui, Kiki le pétrolier. Mais peuple congolais, c'est vraiment malheureux. C'est ça que nous sommes en train de vouloir vous démontrer, que le vrai tribalisme dont il est question au pays ne dépend pas de l'ethnie ni de tribu. C'est dans la mentalité de l'homme politique qui est venu hisser le tribalisme et nous faire comprendre que dans les régions, il y a le tribalisme. Mais non, il est venu pour diviser, pour voler. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Voilà un garçon qu'on appelle Kiki, qui n'est même pas capable de s'exprimer, il vole. Comment à l'âge de 35 ans, il est plus milliardaire que des gens qui ont travaillé, que des gens, aujourd'hui, lui, il est plus milliardaire que les gens qui ont des sociétés en Amérique. Il a trouvé l'argent. C'est un voleur. Dans les valeurs de l'homme congolais, un voleur doit avoir honte. Non, aujourd'hui, un voleur à Brazzaville se pavane en train de prouver qu'il a de l'argent. Hein, il a tout un kilo de clés en main, change de voiture, il se montre, il est fier. Pas parce qu'il a l'argent. Mais les gens savent qu'il a volé. Mais il est quand même fier. Mais ça fait partie des valeurs. Vous savez qu'au nord, dans les coutumes du nord, Moshi, vous le savez bien, voler, ce n'est pas quelque chose de honteux. Des choses que dans la partie sud, je peux dire, qu'on ne considère pas, ça ne fait pas partie des valeurs. Chez les Moshi, quand il épouse une femme, les petites sœurs de sa femme, il en fait aussi sa femme. C'est-à-dire qu'il a encore des relations sexuelles avec les petites sœurs de sa femme et sa femme est au courant et il trouve que c'est normal. Voilà des valeurs des gens de la cuvette. Mais ces valeurs-là ne sont pas partagées avec les gens du Sud. Est-ce qu'on va dire que ce genre de valeurs, c'est à régner? Non, peuple congolais. Je ne suis pas en train de critiquer ces valeurs. Je suis simplement en train de dire, dans cette partie du Nord, là, ce qu'eux, ils considèrent comme valeur, c'est leur valeur. Il faut les respecter, il ne faut pas les critiquer. Qui sort avec les petites sœurs de sa femme, qui fasse avec des relations avec sa femme, c'est normal. C'est ce que Sassou fait. Aujourd'hui, Sassou se retrouve avec 80 enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que chez eux, le sexe est très important. Mais c'est normal. Ça, c'est dans leur coutume. On n'en disconvient pas. Je ne veux pas dire que c'est un mauvais comportement. Non, ça fait partie de leurs valeurs. Mais sauf que ces valeurs-là ne font pas partie des valeurs du Sud. Donc, de ce fait, on ne peut pas cohabiter ensemble puisqu'on n'a pas les mêmes valeurs.
Peuple congolais, c'est pour cela que nous sommes en train de vous démontrer qu'il ne faut pas aller chercher des relations ailleurs. Les choses existent et les choses sont là. Le développement du pays est bien possible. Il suffit d'être... On vous a parlé des valeurs, ce n'était pas pour rien. Si peuple suit tout ce que nous vous disons, tout est programmé pour vous faire comprendre d'où on est venu et là où nous sommes en train de partir. Alors, donc je disais, l'analyse de cette mosaïque de relations que vous êtes en train de voir, qui est devant vous, peuple congolais, qui fait qu'on a des relations entre régions, permet le développement du pays. Mais regardons sur le plan politique. Ces relations ont aussi entraîné des conflits. Comme nous l'avons vu, entre régions, il y avait des conflits. Mais entre régions, il y avait aussi le croisement avec d'autres régions a aussi connu des conflits. On peut par exemple parler de conflits entre les Laris du Poul et les Mochis de la Cuvette Ouest en 1959. Ce conflit, orchestré par l'homme politique, avec des discours tribaux de haine, avait entraîné 150 morts. Et au cours de ces conflits, Jacques Opango avait été arrêté pour incitation à la haine. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce que l'unité nationale avait été mise en cause? Parce que c'est toujours la question qu'on doit se poser, parce qu'on nous a toujours dit, oui, mais l'unité, il n'y a pas l'unité parce qu'il n'y a pas d'amour. On a connu de conflits. Est-ce que ce conflit de 1959 avait mis l'unité nationale en cause? La réponse est non. La réponse est non, tout simplement parce que quand Marien revient au pouvoir en 1968, alors que ça s'est passé en 1959, c'est lui l'homme politique, Marien Ngouabi pour commencer, c'est lui qui est venu encore allumer cette affaire. C'est lui qui est venu rappeler ces histoires pour dire que les événements de 1969 restera une plaie incurable pour l'homme du Nord. Voilà. C'est ce genre de politique, là, peuple congolais, qui entraîne la haine. Ce n'est pas l'ethnie Mochi en tant que lui-même ou le Lari en tant que lui qui crée des problèmes. Non, c'est l'homme politique qui est venu nous apporter cette haine. Parce que quand ça s'est passé en 1959, Opango, Jacques Opango, avait été nommé vice-président. Il a gouverné avec Youlou dans le gouvernement qui était mis en place. Donc c'est pour dire que l'unité nationale n'était pas mise en cause. Et plus loin, et d'ailleurs, quand on va arrêter Youlou pour le mettre en prison, mais lui, Jacques Opango, il se trouvait en mission en Italie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré. Tout de suite, il est rentré. Il s'est fait prisonnier. Il a dit, puisque vous aviez arrêté Youlou pour la mauvaise gestion, et que moi j'étais avec lui, donc moi aussi il faut m'arrêter. Donc la peine qui va être donnée à Youlou, moi aussi c'est la même peine que je vais donc subir. Donc c'est pour vous démontrer, peuple congolais, qu'il n'y avait pas eu de haine, ou de tribalisme, de conflit. Oui, certes il y avait un conflit, mais l'unité n'était jamais mise en cause. Voilà, peuple congolais. Ces choses, il faut les connaître. Ne vous laissez pas emporter par des discours tribaux qui arrivent avec l'homme politique, surtout avec les Sassou qui sont là. Je vais encore vous donner un autre cas entre régions. C'est le conflit de 1993 et 1994 qui opposait les ressortissants du Poul, conduits par Bernard Kolela, et les ressortissants de Bwenza Nyari Lekumu, conduits par Pascal Lissouba. Ce conflit avait fait des milliers de déplacés et de morts. Mais ce conflit n'avait jamais mis en cause l'unité nationale. N'avait jamais empêché la cohabitation jusque-là. Jusqu'à preuve du contraire. Ils avaient initié un train de réconciliation qui s'appelait un train de la paix. Tout cela, c'était pour matérialiser la paix. Et nous le savons, quand le conflit a dégénéré entre les gens de ces deux, les gens de la Bwenza Nyari et les Kumo, puisque je n'aime pas souvent utiliser le terme Nibolek, et les gens du Poul,
Peuple congolais, nous avons entendu Bernard Kolela donner des instructions à la population de Bakongo Makilikili, disant, je vous interdis strictement de ne pas toucher aux ressortissants du pool de cette partie Bwenza Nyari et Lekumu qui vivent dans Bakongo depuis, avec qui nous avons des relations de famille. Il ne faut jamais les toucher. Peuple congolais, les Bembe, les Dondo, tout ce monde qui vivait à Bakongo Makilikili, non, ne se sont jamais inquiets. La preuve, moi j'ai un cousin. J'ai un cousin, mon cousin direct. Sa femme est Bembe. Mais la femme est restée avec nous. Elle ne s'est jamais inquiétée. Non, peuple congolais. Jamais. On ne se laisse pas intimider par ce genre de choses. Le conflit n'a jamais mis en cause la paix entre les régions. Non, c'est sans les discours. Je reviens encore sur ça. Le génocide, il y a encore un autre conflit. Mais ça, vous allez voir, ce n'est pas la même chose. C'est le génocide de 2014 et 2016. Ce génocide ne s'inscrit pas dans cette logique que je venais de faire. Car dans ce conflit, ce ne sont pas des régions qui rentrent en guerre entre elles. Ce sont des mercenaires. C'est des Tchadiens, des Camerounais, des Rwandais, des Angolais, des Libanais qui sont au Congo, que Sassou est allé chercher, qui sont venus tuer des Congolais Lari qui sont dans la partie du Poul. Ici, ce n'est pas des régions. Les Tchadiens, les Camerounais, les Rwandais, les Angolais, vous les mettez dans quelle région? Ils appartiennent dans quelle région pour venir se battre avec la région du Poul? La région du Poul, elle est là, oui, c'est vrai. Mais les autres, ils viennent de quelle région? Ils ne sont pas dans une région ou quelconque. Eux, ils viennent d'un autre pays pour venir nous tuer. Donc, voilà pourquoi je disais, le génocide, ils ne font pas le mettre dans cette catégorie-là des conflits entre régions. Ici, c'est Sassou qui a cette haine viscérale de pouvoir faire disparaître la région du Poul dans la carte. Parce que pour lui, il faut éliminer tous les ressortissants, tout ce qu'on appelle les gens tout ce qu'on appelle les gens, les Lari. Ce n'est même pas tous les gens du Poul. Parce que quand il vient bombarder, il ne va pas à Boko. Il se limite dans la partie où il y a les Lari. Donc c'est pour dire, lui, il s'en prend uniquement aux Lari. Ce n'est pas dans toute la région, non. Mais simplement dans l'ethnie qu'on appelle les Lari. Peuple congolais, nous avons développé tout ça dans la politique de 5D. Donc ici, ça c'est un autre contexte. En somme, au Congo, les conflits entre régions, quand ils ont existé, ils étaient l'œuvre des politiciens pour imposer la domination. Ces conflits n'ont jamais été initiés à la base par la population. Voilà pourquoi l'unité nationale n'a jamais été compromise. Peuple congolais. Ainsi, avec ce mode de gouvernance, chaque Congolais faisant partie d'une région quelconque doit travailler pour le développement de sa région. Ça, je crois que ça va faire choquer les gens. Mais c'est de ça qu'il est question. Chaque Congolais faisant partie d'une région doit se consacrer entièrement pour la transformation de sa région, pour le développement de sa région. Ainsi, nous arriverons au développement de chaque développement du pays. Ainsi, nous allons développer nos régions. Peuple congolais, parler ainsi ne constitue pas un acte de tribalisme. Parler ainsi ne veut pas dire qu'on veut diviser le pays. Je sais que les gens qui ont un raisonnement limité vont se mettre à crier que c'est le tribalisme, que c'est la scission. Peuple congolais, nous faisons partie déjà de regroupements. Les régions sont déjà là. Naturellement, les régions sont là. Et donc, quand je dis, moi je fais partie de la Likoala, je veux travailler pour la Likoala, c'est tout à fait normal puisque je fais partie de la Likoala. Où est le tribalisme? Toi qui fais partie, toi qui es originaire de la Sanga, tu vas travailler pour la Sanga. Où est le mal? Peuple congolais, ce sont des esprits faibles qui vont se mettre à crier. Nous disons,
C'est la seule manière, c'est la seule façon. Quand on va se retrouver dans les ethnies respectives, quand on va se retrouver dans nos régions, quand on va se retrouver chacun dans sa région, quand on va bien consolider ce qu'on appelle l'unité nationale. L'unité quand dans les gens cherchent et qui pensent qu'ils n'ont jamais trouvé, il y a des solutions. Et c'est ça que nous sommes en train de vous proposer. Et depuis longtemps, depuis déjà bon bout de temps, nous sommes en train de dire, ce n'est pas l'ethnie ni la tribu qui met en cause l'unité nationale. C'est les discours des genres de Sassou, de l'homme politique, qui consiste à diviser pour régner. C'est ça qui fait le tribalisme. Peuple congolais, si toi qui es originaire du Poul, tu te consacres, tu consacres ton énergie de telle sorte que dans le Poul, on construit un barrage électrique, qu'on construit une université, qu'on construit une banque, qu'on construit un tramway, qu'on construit des écoles de formation, un centre hospitalier, qu'on construit des écoles pour créer des emplois, voire même créer une équipe de football qui va jouer avec les autres équipes des autres régions. Aujourd'hui, quand on constate les équipes, toutes les équipes sont consacrées dans chaque ville. Non, chaque région doit avoir son équipe. Et quand ils vont se croiser, c'est ça que vous allez appeler le championnat national. Mais comment les équipes ne sont qu'à Brazzaville et Pointe-Noire et quand ils jouent, vous appelez ça un championnat national? Alors que dans le Kwilu, là-bas, il n'y a pas d'équipe. Alors que dans la Sanga, là-bas, il n'y a pas d'équipe. Mais peuple congolais, vous voyez même que le contexte même de national dont vous parlez, ne serait-ce que dans le foot, il n'existe pas. Quand on regarde en France, il y a l'équipe de Marseille, il y a l'équipe de Lyon, il y a l'équipe de Grenoble, il y a l'équipe de je ne sais pas quel département. Mais c'est normal. Et quand on parle de championnat national, qu'ils appellent Ligue nationale, c'est normal parce que chaque région contribue. Mais au Congo, les équipes ne sont qu'à Brazzaville et Pointe-Noire et Lubomo. Et puis on nous parle de championnat national. Ça n'a pas de sens, peuple congolais. Il faut sortir dans ce contexte-là. Alors, quand on veut faire de Kinkala la capitale de la SAP, vous qui parlez de SAP, allez-y développer votre SAP chacun dans sa région. Pour que les gens viennent découvrir vos régions, au lieu de faire la SAP à Paris ou à Brazzaville. Allez dans vos régions. Peuple congolais, quand on aura vu des choses de cette manière-là, n'est-ce pas, c'est le développement qui suit? Et où est le tribalisme dans tout cela? Quand quelqu'un du Poul veut ça de sa région et qu'il se consacre, il va mettre toute son énergie pour ça. Où est le tribalisme? Quand celui qui est originaire de la Bouinza, moi, va venir, je veux prendre l'exemple de notre frère, même s'il dit qu'il ne veut pas aller travailler au pays, mais le frère qu'on regarde souvent, le frère Bernard Ponguy, que j'apprécie beaucoup, le jour où il va partir, aller développer, sachant que c'est un ingénieur, qu'il a beaucoup travaillé, il va aller au pays pour développer la Bouinza. Il va se consacrer pour travailler avec toutes les connaissances qu'il a pu avoir, qu'il a pu emmagasiner là-bas au Canada où il vit, qu'il va aller travailler dans la Bouinza. Peuple fond, quel mal aura-t-il commis? Pourquoi le traiterez-vous de tribalisme? Ce n'est pas une tribale. Il aime la région, il est allé travailler là-bas. Quand notre frère Robert Poitipangu, lui qui aime la région, qui a parlé de la scission, mais il faut le comprendre dans quel contexte il a dit. Quand il décide pour aller au Kwilu, puisqu'il est originaire de là-bas, quand il va aller travailler là-bas, quelle faute aurait-il commis? Pourquoi vous le traitez de tribaliste? Peuple congolais, moi j'ai un ami qui s'appelle Maître Kao, qui est du Niari, qui m'a souvent vanté le potentiel de cette région. Tout le monde le sait avec tout ce que nous venons de là-bas. Il y a de l'or qui est là-bas, des crevettes sont exploitées là-bas, dans des fleuves qui sont là-bas. J'ai été là-bas, j'ai vu. Quand ils vont exploiter tout cela, vendre, développer cette région, mon frère Kao, quand il va faire là, quel délit aurait-il commis? Pourquoi vous le traitez de tribaliste? Quand j'ai un ami qui s'appelle Mokemo, qui est originaire de la Cuvette, qui nous a souvent
parler de la beauté touristique de cette région. Et qu'il est prêt à aller travailler pour cette région. Peuple, quand il va aller travailler là-bas, quelle infraction aurait-il posé pour le traité de tribalisme? Peuple congolais, je vous ai parlé, j'ai un professeur originaire de la Sanga. Il est déjà retraité. Bientôt, il va être retraité. Il est dans un parti politique. Ils sont là en train de chanter la personnalité de Sassou. Mais le jour où il sortira de ce parti-là et qu'il va aller travailler au nord, travailler, faire développer Sanga Palmiké là-bas et tout le reste, quand il va se consacrer pour la région de la Sanga, en quoi aurait-il outragé la loi? Pourquoi vous le traitez de tribaliste? Non, peuple congolais. On doit sortir de cette façon de concevoir ou de voir des choses. Ce sont les esprits faibles, ceux-là qui vénèrent, toujours en train de vouloir nous faire comprendre qu'il y a le tribalisme au pays. Non, le Congolais n'est pas tribal. C'est l'homme politique qui entretient le tribalisme et qui veut nous injecter ce venin pour faire comprendre que le Congolais ne s'aime pas entre eux. Ce n'est pas vrai. Allez-y, écoutez la chanson de notre doyen Jacques Lubelo. On est tous Congolais. Ozalanayomu Congo, Ozalanayomu Mboshi. Kombonayo Congolais. Peuple congolais, ne vous laissez pas embarquer par ce genre de mentalité. C'est vrai que Sassou, il est allé construire dans la cuvette ouest, en train de développer la cuvette ouest. C'est bien. Mais sauf que lui, il a fait de manière tribale. Parce que pendant que lui, il développe cette région, les autres régions ne bénéficient pas de la municipalisation accélérée. Mais le fait de développer chaque région en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais de la manière dont Sassou l'a fait, ça devient une mauvaise chose. Peuple congolais, quand on aurait compris la quintessence du développement des régions de cette manière-là, on ne peut plus parler de discrimination ou de tribalisme. Je sais que ceux qui vivent du tribalisme aujourd'hui, ils vont dire non, nous ne sommes pas d'accord, mais c'est tout à fait normal. Peuple congolais, avec les relations interrégionales, c'est le Congo qui gagne, c'est le Congo qui est vainqueur, c'est le Congo qui gagne. Pourquoi? Parce que même étant dans ta région, le frère de la Sanga peut faire appel à celui de la Bwenza pour dire, écoute frère, vous qui avez l'expérience sur tel domaine, tel domaine, tel domaine, on a le tel projet, un tel projet. Ce n'est peut-être pas le même qu'on va faire chez vous pour ne pas se concurrencer entre nous, mais voilà ce que nous voulons développer. Est-ce que vous pouvez venir nous partager votre expérience? Le frère de la Bwenza, c'est sûr qu'il partira, parce qu'après tout, c'est le Congo qui gagne. Quand dans la Likwala, ils vont chercher à développer un barrage, ils vont peut-être faire appel aux gens du Niari, puisque déjà dans le Niari, ils ont déjà l'expérience, comment faire un barrage, comment ça a été. Ils vont aller à la Likwala, ils vont le faire. Après tout, c'est le Congo qui gagne. Quand dans la cuvette ouest, ils ont besoin d'expérimenter comment ça se fait, par exemple, pour cultiver le manioc ou je ne sais pas quoi, ils vont peut-être faire appel à ceux du Poul, parce qu'ils ont déjà l'expérience. Après tout, c'est le Congo qui gagne. Quand ceux du Poul, ils auront besoin des expériences de ceux du Kwilu, ils vont ainsi de suite. C'est tous ces croisements que vous voyez là. Ce n'est pas seulement sur le plan commercial, mais aussi dans les partages d'expériences. Peuple congolais. Mais qui gagne? Ce n'est pas le Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que le développement au Congo est facile. Peuple congolais. Le pays gagne en tout. Voilà pourquoi nous disons que tout est possible. Et avec ce mode de développement, avec la façon de faire des choses, le pays peut s'en sortir aussi facilement. Je disais que certains Congolais prétentieux, ceux-là qui veulent développer le Congo d'une manière globale, vont se lever pour dire que ce n'est pas possible. Mais c'est à eux que nous voulons dresser ce message. Vous qui voulez développer le Congo, nous vous invitons à aller d'abord faire développer rien que d'abord ton village dans lequel tu es né. Prouve-le d'abord que si tu es capable de développer ton petit village où tu es né, en ce moment-là, on peut dire que oui, tu peux développer toute la nation.
Mais si déjà dans ton petit village, et que tu n'es pas capable de faire quelque chose, ce n'est pas d'une manière générale, ce n'est pas d'une manière globale que tu vas venir développer le Congo. Je sais que pour ceux qui sont nés dans des villes, Pointe-Noire, et puis Pointe-Noire, Dolisie, Louboma, Pointe-Noire, et puis Pointe-Noire, ils vont dire, mais oui, mais nous, on n'est pas partis, nous, on ne fait pas partie des régions. Où est-ce qu'on va aller? Non, peuple congolais. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. On ne dit pas que quelqu'un du pôle, il n'est pas obligé de rester rien que dans le pôle. Il peut aller vivre à la Sanga. Il dit, non, mais moi, je suis originaire du pôle, mais moi, je veux vivre dans la Sanga. C'est normal. Quelqu'un originaire de Marseille, il vit aussi à Lyon. Celui qui est originaire de Lyon, il peut aller vivre à Grenoble. C'est la même chose. Celui qui est du Poul, il peut aller vivre dans la cuvette ouest. Il reste là-bas avec toute sa vie, il développe là-bas. Celui de Niari, il peut aller vivre dans la cuvette est, il vit là-bas, il développe là-bas, il vit là-bas, ce n'est pas un problème. Non, ne rentre pas dans le raisonnement pour dire que parce que tu es confiné, parce que tu es de telle ethnie, tu ne peux que travailler là-bas. Non, ce que nous voulons dire, partez, vous allez développer votre partie de la région. Les autres Congolais qui veulent vivre avec l'expérience avec vous, ils peuvent vous rejoindre. Mais chacun dans sa région va développer. Ne soyons pas limités, peuple congolais. Aujourd'hui, nous vivons dans des pays civilisés. Nous savons et vous comprenez parfaitement ce que nous voulons dire à travers de là. Peuple congolais, nous savons et nous sommes convaincus que beaucoup de Congolais vont aujourd'hui se lever pour venir nous critiquer. Ah oui, nous le savons. Mais avant de venir nous investiger, peuple congolais, j'ai une question à vous poser pour comprendre que cette façon de raisonner, c'est vraiment c'est faire preuve d'une bassesse. Vous allez critiquer notre raisonnement, c'est tout à fait normal. C'est aussi votre droit. C'est normal. Mais je vais vous poser une question. Ce matin, quand vous vous êtes levé, je suppose que vous habitez dans un HLM, pour ceux qui habitent dans des HLM, ou alors pour ceux qui habitent dans des pavillons, ou alors pour ceux qui habitent dans des, je ne sais pas comment il faut, dans la rue avec nous. Le matin, est-ce que vous vous êtes levé et puis vous êtes allé voir le voisin en face, le voisin avec qui vous partagez l'immeuble, pour lui dire, mais écoutez, je voulais savoir, est-ce que vous avez payé votre facture d'électricité pour que je le paye? Ou bien est-ce que vous avez payé votre facture de gaz pour que j'aille le payer? Ou bien de l'électricité parce que je dois payer votre électricité? Ou bien donnez-moi vos ordonnances pour que je paye? Ou bien j'ai le souci de voir si votre congélateur est rempli, je voulais vous donner l'argent pour l'épicerie. Les frais scolaires de vos enfants, je voulais m'en occuper. Donnez-moi la facture. Et puis j'ai constaté que votre voiture auto est tombée en panne. Est-ce que vous pouvez me donner la facture pour que je le répare? Vous l'aviez fait? Je ne pense pas. Sinon, pourquoi? Alors que vous partagez le même immeuble. Ici, je vous l'ai dit par là, alors que vous partagez le même pays. Je ne sais pas si vous voyez la similitude que je veux faire entre le pays et les régions. Ici, je suis en train de dire, toi, tu es dans ta maison, dans ta région, mais pourquoi tu ne t'occupes pas de ce qui se passe chez le voisin? Alors qu'avec le voisin, vous partagez le même ascenseur. Vous prenez certainement les mêmes bus. Vous partagez le même espace vert. Les terrains, tout ça, les mêmes. Mais pourquoi quand il y a des problèmes chez lui, dans sa maison, ou bien dans son appartement, ou bien dans sa ruelle, pourquoi tu ne t'en occupes pas? Pour ceux qui vivent dans des pavillons, pourquoi tu ne prends pas en compte pour ton frère qui est en face, ou bien celui qui est à côté de toi à gauche, ou bien à droite, celui qui cohabite à côté de ce... Pourquoi tu ne t'occupes pas de ses besoins? Si tu ne le fais pas, donc quoi? Tu es tribal alors? Hein? C'est le même raisonnement. Tu veux t'occuper de tout, mais tu dois t'occuper de ton voisin. Non, peuple congolais.
Les Français nous ont enseigné et ils disent la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant que je m'occupe des autres régions, avant que le frère de la cuvette ouest m'appelle pour que j'aille travailler, celui de la Kouilou, du Niari m'appelle, ou bien du Poul m'appelle, je vais d'abord m'occuper de ma région. Je vais développer ma région. Ce n'est pas du tribalisme. Parce que le jour où je veux prendre ma retraite, frère, je n'irai pas dans ta région. J'irai dans ma région. Donc quand je veux développer, cela ne veut pas dire que je suis tribal. Non. Hein, ceux qui disent qu'ils sont tribales, mais quand ils vont prendre la retraite, ils vont aller dans leur retraite. Brazzaville dans lequel vous tournez là, il ne faut pas vous leurrer la tête, c'est dans le pool. Oh non, je suis à Brazzaville, je suis à Brazzaville. Oui, tu es à Brazzaville, mais tu es dans le pool. Donc à un certain moment, sors de Brazzaville, va dans ta région. Parce que ça, c'est le pool, qu'on le veuille ou pas. Même s'ils ont fait de cela un autre département, ce département-là est dans le pool. Il ne faut pas vous leurrer. C'est comme, non, moi je suis à Pointe-Noire, je suis seulement à Pointe-Noire. Mais tu es dans le Kouilou. Peuple congolais. Tous les immeubles que vous êtes en train de construire là, tous les viaducs que vous êtes en train de construire là, ça c'est le pool qui bénéficie de ça. Mais faites la même chose dans la Likwala, la Sanga, parce que là, le pool est en train de bénéficier de ce... Mais c'est ça, peuple congolais. Quand on n'aurait pas vu ces choses de cette manière, c'est voilà pourquoi vous parlez du tribalisme. Développer les régions. Peuple de Niari, Bouenza, Likoumou, développer les régions. Du Kouilou, développer des régions, le pool, développer. Il faut que Kinkala soit la capitale de la SAF. Tous les sapeurs là qui tournent à Brazzaville, là, qui nous font parler des trucs, vous allez le faire à Kinkala. C'est là où les autres pays du monde vont venir. Vous là, les Norba de Paris, là, vous allez faire des défilés à Kinkala. Et c'est là où on viendra vous voir. Voilà. Maintenant, les autres sapeurs aussi, allez dans vos régions. Ce n'est pas du tribalisme. C'est comme ça que le tourisme va être attiré dans vos régions. La SAP, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut exploiter ça pour pouvoir commercialiser ça. Peuple congolais, on en a des projets pour développer notre pays. Ne vous laissez pas leurrer. Le combat actuel, c'est de faire d'abord faire pâtissage. Donc ne vous laissez pas intimider par des mauvais, par des esprits limités là, qui vont venir critiquer pour lui dire oui, mais ça, voir le Congo faire le Congo de cette manière-là, et ça c'est du tribalisme. Non, peuple congolais. Ça c'est des gens qui sont véreux, qui n'ont rien comme projet pour développer le pays. C'est parce qu'ils ne savent rien. Il a peur de repartir parce qu'il ne sait pas quoi aller faire au pays. Il ne sait pas par où commencer. Il est en manque d'initiative. Peuple congolais, ce type de gouvernance que nous venons de décrire a déjà été instauré au Congo. Nous venons de le démontrer dans la vidéo précédente, à travers le royaume, et avait déjà fait ses preuves. Aujourd'hui, la Suisse et le Canada sont des pays fondés sur ces modèles d'organisation-là. Et oui, peuple congolais, il y en a des pays qui ont fait comme ce que nous sommes en train de vous dire. Et ces pays-là sont déjà développés. Qui ne connaît pas la Suisse? Qui ne connaît pas le Congo? Quand Pascal Lissouba dit « nous voulons faire du Congo notre petite Suisse », ben, c'est ça que ça voulait dire. Peuple congolais, c'est comme ça que chaque pays va retrouver sa puissance. Quand le professeur dit que le poule, c'est la locomotive du pays. Mais peuple congolais, mais c'est de ça qu'il parle. Il ne parlait pas du tribalisme. Quand il a dit, il ne parlait pas du tribalisme. Que ce pays, quand il va se développer, si vous ne le suivez pas, le reste des régions, vous allez être derrière. C'est ça qu'il voulait dire. C'est des modèles. Aujourd'hui, on va dire non, mais le professeur était tribal. Non, peuple congolais. Il faut développer chacun sa région. Chaque région a des potentiels. Et voilà. Le Congo est en quête de modèles stables. Et donc devrait s'inspirer des modèles que nous venons de décrire. Un modèle qui serait certainement pas identique à celui de la Suisse ou bien du Canada, mais un modèle adapté à la congolaise. La répartition à la congolaise, la décentralisation à la congolaise, le fédéralisme à la congolaise. C'est à ça que peuple congolais, nous voulons vous amener. Et oui,
On va arriver à cela. Et c'est ce que nous sommes en train de vous démontrer. Peuple congolais, nous ne serons pas prétentieux de dire que c'est notre initiative. Encore jamais nous allons utiliser l'expression très familière aux Congolais qui ont toujours tendance à dire que j'ai été le premier à la place de Paris d'avoir dit ça. J'ai été premier d'avoir évoqué ça. J'ai été premier d'avoir suggéré de faire des transmissions dans des régions, de développer des régions. Oui, on connaît le langage des Congolais. De certains Congolais qui veulent toujours être premiers. Ils sont toujours premiers. J'ai été premier. Quand vous entendez le langage qui tient, j'ai été premier, j'ai été premier, j'ai été premier. Mais depuis que tu as été premier, tu as déjà fait quoi? C'est comme un enfant, il est toujours premier en classe. Chaque fois qu'on fait des compositions mensuelles, il est premier. Mais quand il arrive de faire un examen pour passer en classe supérieure, il échoue. Alors vous pensez il est premier en quoi? Cet enfant qui est en troisième, il est premier. Mais quand on arrive au brevet, il échoue. Donc c'est ce genre de Congolais-là. Quand ils prennent les micros, ils sont nombreux à Paris surtout. Peuple congolais, je ne veux pas m'en prendre à la diaspora qui est à Paris pour dire, non, je voulais tout simplement dire. Dans le langage des Congolais, ils aiment toujours dire, on était le premier, j'ai été le premier d'avoir dit, j'ai été le premier. Non, peuple congolais, non, je ne tiens pas ce langage-là. L'initiative que nous sommes en train de dire, je ne suis pas le premier. D'abord, le respect intellectuel ne me permet pas de raisonner ainsi. Parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle, pour ceux qui ont été à l'université, il y a ce qu'on appelle quand tu vas copier de ce que le frère a fait, tu fais le copier-coller, tu le mets, c'est condamné. C'est sanctionné. Donc, nous ne voulons pas faire ça. C'est ça ce que j'appelle la valeur intellectuelle. Voilà, le copiage là, ce que vous appelez là, vous copiez là, vous venez mettre. C'est pas, non, je ne veux pas ça. Je ne le ferai pas. Je reconnais, j'ai lu beaucoup de textes, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai entendu beaucoup de témoignages, j'ai lu beaucoup d'articles. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre. Et donc, de structurer et comprendre que ce que les frères ont suggéré, je crois qu'on peut l'appliquer dans notre pays. C'est ça qui a permis de dire oui, on peut faire le pays, on peut voir le pays autrement. J'ai lu la thèse sur la science politique soutenue par Xavier Bienvenu Kitimbu sur la démocratie et la réalité ethnique au Congo. Sa thèse qu'il avait soutenue en 2001 à l'université de Nancy 2 en France. Ça m'a beaucoup inspiré. J'ai aussi écouté le point de vue des Congolais sur des vidéos concernant l'ethnie, le tribalisme et la scission. J'ai écouté le point de vue de beaucoup de leaders politiques. J'ai suivi presque toutes les vidéos de notre frère Robert Poitipangu quand il parle de la scission. Et quelle est la motivation qui l'a mené jusqu'à ce point? J'ai aussi écouté ceux qui critiquent ces points de vue. Et je me suis aussi inspiré de ce que notre frère Jean-Claude Mayimambemba explique, que lui, avec le défunt Makuta Mbuku, ils avaient déjà balisé le chemin sur cette direction. Donc voilà, tous ces éléments m'ont permis aujourd'hui, je suis allé tirer, je suis allé chercher, exploiter tout cela pour venir vous présenter ce qu'on vous présente. Donc l'initiative n'est pas venue de moi, peuple congolais, je ne suis pas le premier. Ce qui m'importe, ce n'est pas être premier. C'est de faire comprendre aux Congolais qu'on peut développer notre pays. Et nous vous avons dit, en 5 ans,
on peut rattraper ce que Sassou nous a volé en 30 ans. Et en 10 ans, on peut rattraper ce que nous avons perdu depuis l'indépendance. Que tout est possible. Comme je venais de vous dire, le pays est riche. Le sous-sol est riche. Le sol est riche. Il y a des cerveaux. Les gens sont allés étudier aux États-Unis, en Chine, au Brésil. Aujourd'hui, c'est des Brésiliens qui construisent des maisons. Il y en a des Congolais qui étudient là-bas. Des gens ils sont allés étudier en Italie, en France, partout, au Canada, au Brésil, au Maroc. Tous ces gens peuvent rentrer au pays pour aller développer le pays. Peuple congolais, nous ne sommes pas en train de rêver que tout est possible. Quand nous le disons, nous en avons des preuves. Je répète, que les études ont été faites qui démontrent que le développement du pays, 60 ans, ce n'est rien. Notre pays n'a que 60 ans, il est encore tout jeune. Et il est capable de s'en sortir. Peuple congolais, croyez-moi que c'est possible. Ne vous laissez pas embobiner par des discours politiques tribaux. Peuple congolais, une fois de plus, les voix vont se lever pour venir critiquer ce que nous sommes en train de dire. Des Congolais. Mais c'est normal. Cela d'ailleurs fait partie de la beauté de la démocratie. C'est normal. Comme je l'ai dit, on ne peut pas mettre dans une seule bouteille toutes les eaux de la mer. Cette expression, je l'aime bien. Parce que c'est mon doyen écrivain camerounais, René Philombe, qui me disait souvent, les défauts des Congolais, c'est qu'ils veulent prendre toutes les eaux de la mer et puis le mettre dans une seule même bouteille. Peuple congolais, je crois que vous avez compris. Congolais, la question de cohésion nationale avait toujours occupé le débat politique durant la brève expérience démocratique au Congo. En effet, le processus de démocratisation a permis de mettre en lumière la fragilité du microscope politique. Depuis 1992, de nombreuses mesures visant à restaurer et à consolider l'unité nationale, eu égard aux frictions politico-ethniques, ont été prises. Mais, comme il est de coutume, dans la réalité politique, des grands discours ne sont jamais suivis des faits. Une inadéquation particulièrement notoire sur les discours. Depuis la proclamation de la République du Congo en 1958, peuple congolais, la conquête et la conservation du pouvoir ont toujours été au centre de la problématique de mutation politique qui se sont opérées jusque-là. Les impératifs de la socialisation, de la société qui ont généré la centralisation de l'État ont suscité bien de frustrations au sein de la communauté nationale à cause de l'accaparement du pouvoir par des groupements ethno-régionaux. Au regard de cette réalité, le transfert, ah oui, une autre nouveauté, le transfert. Donc à partir de maintenant, on peut dire ici T-Congo, T comme transfert. Donc je disais, le transfert de certaines compétences politiques de l'État au niveau des régions est apparu comme le moyen le plus sûr de médiation entre les populations en suscitant le sentiment concret de participation et de responsabilisation de toutes les sphères de la société dans la direction du pays. L'article 1er de la Constitution du 15 mars 1992, c'est-à-dire celle qui a été votée après la Conférence nationale souveraine, reconnaît le caractère décentralisé de la République du Congo. Et les articles 170 et 171 de cette Constitution a démontré que
Pardon. Je disais, les articles 170 et 171 de cette Constitution dotent donc les collectivités locales d'une personnalité juridique et d'une autonomie dans la gestion de leurs affaires. Ainsi, conçue, la décentralisation apparaît comme le moyen le plus sûr de promouvoir une véritable politique d'aménagement visant à l'équilibre national en corrigeant ou en surmontant les disparités régionales ou les sous-développements relatifs qui affectent certaines régions dans la gestion des affaires de l'État. La décentralisation est aussi un mécanisme de rétablissement du dialogue entre les citoyens et le pouvoir, l'État et ses démembrements, et enfin entre les régions et les citoyens, entendu comme une véritable approche de résolution de la question ethnique. La décentralisation visait également à une juste répartition du revenu national, source d'un profond mécontentement de la société. Par transfert de certaines compétences de l'État, l'objectif avoué est ici d'assurer le rapprochement des centres de décision vers les populations. Le peuple, par ce canal, devrait pouvoir s'exprimer lui-même le plus directement possible, qui au sein d'une structure politique, qui au sein d'une structure économique, en suscitant les initiatives et les capacités créatives. Or, depuis longtemps, de l'ensemble des données historiques appréhendées, il apparaît que la conscience tribale au Congo a été puissamment cultivée et entretenue par les classes dirigeantes qui ont confisqué le pouvoir ou frustré ipsi facto les classes non dirigeantes. Face au pouvoir, le tribalisme unissait les manifestations d'une conscience de classe. De ce fait, les luttes tribales qui se sont succédées jusque-là ne visaient au fond que la succession des différentes ethnies au pouvoir. C'est le cas par exemple des événements de 1968 qui ont consacré l'arrivée de Marien Ngouabi au pouvoir. Cette alternance a engendré l'exclusion de tout ou partie des responsables originaires de la région du président déchu, des arcanes de gestion de l'État et de leur emplacement systématique par des cadres issus de la région de la Cuvette. Rappelez-vous de l'investigue que Diawara avait faite à Marien Ngouabi quand il lui parlait de l'obimétrie. Il s'est de dire que ce prétendu manque d'unité, dont il est souvent fait état, est une exploitation de volonté politique. Et ça, nous l'avons déjà dit et nous l'avons déjà démontré. Car dès lors que la nouvelle équipe arrive au pouvoir, elle organise son action d'abord par les pressions des autres communautés censées constituer une opposition. Le pouvoir devient alors un instrument de domination d'une classe contre une autre. Une organisation de violence et de répression d'une ethnie contre une autre. Fort de sa position, les nouveaux gestionnaires du pouvoir s'approprient de tout ou partie des richesses nationales. C'est le cas présentement au Congo. C'est le cas de ce que nous voyons et de ce que nous lisons. Peuple congolais, comment expliquez-vous que le ministre de la Défense, c'est un Bouchi, le ministre des Finances, c'est un Bouchi, le ministre des Affaires étrangères, c'est un Bouchi, le ministre des Mines, de la Géologie, c'est un Bouchi, le chef d'état-major général, c'est un Bouchi, 90% des chefs des corps militaires sont des Bouchi, le DG de la police est un Bouchi, le DG de la gendarmerie,
étaient mouches. 90% des commandants des zones militaires sont des mouches. Sur les 27 officiers généraux de l'armée, 21 sont des mouches. 90% des directeurs des cabinets ministériels sont des mouches. Le DG de la Société nationale du pétrole du Congo, CNPC, est un mouche. 90% du personnel de la Société nationale du pétrole du Congo, CNPC, sont des mouches. Le DG des douanes, c'est un mouche. Le DG des impôts, c'est un mouche. Le DG des sociétés nationales de distribution, SNDE, bien que changé de nom, est un mouche. Le DG de la Société nationale d'électricité, qui a changé aussi de nom, c'est un mouche. Le DG de port autonome de Pointe-Noire, c'est un mouche. Le DG de port fluvial de Brazzaville est un mouche. Le trésorier payeur général est un mouche de Mosaka. Bel-oncle de Denis Sassou Nguesso. Sa sœur est l'épouse du défunt Antoine Ndingaouba, oncle de Denis Sassou Nguesso. Bien que admis à sa retraite, faire valoir droit à la retraite depuis plus de 20 ans, il est encore maintenu à ce poste de manière inamovible. Enfin, en tout cas, c'est un mouche. Le directeur de la Caisse nationale d'amortissement, c'est un mouche. Le directeur de contrôle financier est un mouche. Le directeur du budget est un mouche. Le directeur de l'hôpital de Bakongo, c'est un mouche. Le directeur de la Sénages est un mouche. Le directeur de la Caisse nationale de prévoyance et sécurité sociale, c'est un mouche. Le directeur de la radio Congo, c'est un mouche. Le directeur de la télé Congo, c'est un mouche. Le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Brazzaville est un mouche. Le président de la cour constitutionnelle est un mouche. Le procureur général du tribunal de grande instance de Brazzaville est un mouche. Le procureur général du tribunal de grande instance de Pointe-Noire est un mouche. Le président de la cour d'appel de Brazzaville est un mouche. Le président de la cour d'appel de Pointe-Noire est un mouche. Le président du tribunal de commerce de Brazzaville est un mouche. Le président du tribunal de commerce de Pointe-Noire est un mouche. Le président de la cour suprême est un Makwa, à la sorte entouré de mouches. Le président de la commission nationale électorale, quand il le met en place, c'est toujours un mouche. La cuvette, c'est la région où il y a plus de députés à l'Assemblée nationale et au Sénat. La plupart, tous, sont presque des mouches. Le plus grand hôpital que le pays a connu est construit où? Chez les mouches. Sur les 500 boursiers, futurs médecins envoyés au Cuba, 450 sont originaires, sont des mouches. 90% des étudiants envoyés et boursiers en France, aux États-Unis, en Allemagne et en Belgique, partout, sont des mouches. Le recteur de l'université, c'est un mouche. 70% des doyens des chefs de département de cette université sont des mouches, etc. Mais peuple congolais, avez-vous pas une nausée quand vous entendez des choses comme ça? C'est-à-dire que c'est une honte. Au point où même le FMI, pour accorder un crédit, il s'est ingéré dans la gestion des nominations. Parce qu'ils ont vu ce que je venais de vous citer. Le FMI a dit non, ce n'est pas possible. Dans les règles, dans des instructions de 48 qu'ils ont données, allez-y lire. Ça fait partie de ça. C'est pour vous démontrer que peuple congolais, que ce n'est pas normal, c'est une honte pour le pays. Mais comment voulez-vous diriger un pays de cette manière? Maintenant qu'ils ont pensé que tout doit être embauché, ben qu'il aille le faire développer dans la cuvette ouest. Dans la cuvette est, pardon. Parce que ils veulent être... Quand ils le font, quand ils vont le faire dans la cuvette est, peuple congolais, ça ne fera pas mal aux gens. C'est normal. Ils sont dans leur région. Là, ils vont le régler avec le Kouyou, avec les autres régions, avec les autres ethnies qui sont là-bas. Ça sera entre eux. Ça sera ce que nous avons appelé un conflit
interethnie, ça va être réglé. Mais donc, dès lors que ça se passe sur le plan national, faire de cette manière, ce n'est pas normal. Et donc, c'est justement ce genre de gouvernance que nous voulons briser pour dire qu'on reste chacun dans sa région. Voilà, peuple congolais. C'est ça qui nous a amenés pour voir, pour vous dire, faire des choses de cette manière, ce n'est pas... Les cadres, ce ne sont pas seulement des mbochis. Et d'ailleurs, pendant qu'ils sont là, où est-ce qu'ils ont mis le pays? Alors qu'avant, quand les choses n'étaient pas, les nominations n'étaient pas faites de cette manière, vous avez vu, au temps de Youlou, le temps de Massamba Deba, il y a eu des sociétés qui ont été créées. Et nous vous avons donné dès le début combien des ressortissants des autres régions travaillaient dans ce... Allez-y, écoutez les autres cassettes. Ce n'est pas pour rien qu'on a commencé là-bas, peuple congolais, pour vous apprendre comment la répartition était. Alors, dans cette acrobatie incessante de lutte entre les ethnies à vocation dirigeante contre les ethnies dirigées, par qui les sociétés s'est exprimée. Une élite arrive au pouvoir, s'organise en classe de tribus, exploite, opprime les autres qui n'appartiennent pas à la gestion du pouvoir. Les autres couches de la majorité minorisée excluent les arènes du pouvoir, exécutent dans la haine et la résilience des directives des minorités majorées. Ainsi, peuple congolais se crée des foyers de tension entre les différentes communautés. Alors, on regarde cette réalité qui n'est pas de nature à faciliter la cohésion sociale. La réorganisation du système administratif et politique de la société congolaise, avec son corollaire de distribution des responsabilités nationales, est désormais considérée comme la thérapie nécessaire, sinon incontournable, pour sceller ce qu'on appelle la réconciliation entre États des différentes composantes de la population. Dans ce système de gouvernance actuel, le pouvoir est considéré comme un facteur déterminant dans les déclenchements des conflits entre groupes communautaires. La réconciliation serait probablement facilitée par l'établissement de mécanismes institutionnels qui permettraient un compromis entre les différents groupes, des différentes régions, ou mieux, un partage de pouvoir respectant le principe de proportionnalité entre communautés nationales. L'histoire politique de ces 30 dernières années montre le fossé qui s'est clairement creusé entre le peuple et ses dirigeants, entre les gouvernés et les gouvernants. Le pouvoir s'est imposé comme une véritable source d'enrichissement au profit des détenteurs de celui-ci, de leur famille et ipsi facto de leur région. Le pouvoir apparaît comme une ressource privée et quantifiable au profit des détenteurs du pouvoir. Aujourd'hui, au Congo, les relations interconflits naissent entre les membres du groupe défavorisé qui estiment que leur identité et structure sociale se trouvent compromises. De leur côté, les membres du groupe favorisé tentent de préserver cette position sociale dûment acquise, disposant de mécanismes étatiques de répression. Le pouvoir central tente de contenir par la force les revendications du groupe défavorisé. C'est la cause de la nature et de la lutte que nous sommes en train de mener. Voilà pourquoi, peuple congolais, avec cette façon de faire, vous entendez et vous aviez entendu comme moi le président du Sénat, celui qu'on appelle Pierre Ngolo dont je vous ai parlé, dire qu'on ne va pas organiser les élections pour pouvoir les perdre. Et oui, parce qu'il se croit peuple congolais. C'est-à-dire que le pouvoir leur appartient. Normalement, le modèle démocratique, le partage du pouvoir avec les perdants lors des élections, fondé sur les valeurs communautaires, les valeurs de partage et de la solidarité devrait être un gage de stabilité, qui devrait permettre d'harmoniser la cohabitation entre les différents groupes d'ethnie qui composent notre population, qui composent notre nation.
Ce mode de gouvernance rêvé par les Congolais s'est vu vite envolé le 5 juin 1997. C'est ça que les personnes comme les Ngolo Pierre n'ont jamais compris. C'est ça comme le parti, comme le PCT n'a jamais compris. Peuple congolais, le Congo, sinon les Congolais doivent encore rêver autrement. Par le mode de la répartition que nous venons d'expliquer. La répartition des ressources apparaît non seulement comme un enjeu rationnel, mais aussi un enjeu symbolique, du fait que la comparaison entre interrégions, facilitée par l'appartenance des régions à une structure inclusive, active, doivent venir affirmer l'identité régionale et sociale. La répartition des ressources détermine ainsi non seulement le caractère symétrique ou asymétrique de l'interdépendance entre régions au sein de cette structure inclusive, mais aussi la définition de leur identité et de relations interethniques. Suite donc à ce que nous venons de relater, il apparaît clairement que pour contrôler les frictions qui naissent et l'accaparement de grandes parties des ressources nationales, donc du pouvoir par une minorité, la formulation du principe et des procédures qui règlent la juste redistribution des ressources nationales ou au mieux l'établissement des règles de répartition acceptables s'est avéré indispensable non seulement pour freiner les conflits nés ou qui vont naître entre les communautés nationales, mais aussi pour régler les modalités de négociation et de confrontation entre ces régions, de sorte que les revendications ne s'expriment pas toujours de manière violente. Ces actes politiques, posés par les gouvernements congolais, vont totalement en défaveur des équilibres régionaux qui pourraient pourtant lancer une dynamique de développement. De répercussions de telles politiques essentiellement guidées par la motivation du tribalisme politique sont le naufrage de la dictature dans sa pire forme, comme celle que nous vivons actuellement au pays avec M. Denis Sassou Nguesso. Comme nous venons de le démontrer, l'équilibre régional permet à toutes les régions d'ambitionner un développement suivant leur propre culture. Leurs atouts naturels permettent justement d'exploiter ce qui éviterait la surexploitation de certaines d'entre elles et la sous-exploitation d'autres. Peuple congolais, nous l'avons dit dans cette vidéo, il n'est pas question de vous détailler toute la structure organisationnelle du Nouveau Congo. Mais je crois que vous avez compris ce que nous voulons comme Congo, le Nouveau Congo, qui ne sera pas basé sur le tribalisme, qui est souvent instrumentalisé par le politique avec le discours teinté de haine. Non, peuple congolais, ce mode de gouvernance que nous venons de dire, de détailler, est très bénéfique pour notre pays. Parce que ce que les Sassou nous imposent n'est pas rentable pour notre pays. Tournons la page pour un autre mode de gouvernance. Oui, celui que nous appelons le mode de répartition, le mode par transfert, le mode par système de transfert de pouvoir. Nous avons dit, il y a des pays comme le Canada, la Suisse, qui l'ont déjà expérimenté. Si vous prenez le cas par exemple du Canada, avec une superficie de 9 985 000 km², a réussi à s'organiser avec ce système. Ce n'est pas les 342 000 km² du Congo qu'on ne peut pas s'organiser, peuple congolais. Le problème n'est pas dans des superficies, mais c'est dans des mentalités. Donc, aujourd'hui, nous avons aussi démontré que même dans ces mentalités, dans les royaumes, ils avaient déjà résolu le problème. C'est l'homme politique moderne de maintenant, quand vous voyez les gens comme les Sassou, qui sont venus injecter ce venin-là
pour pouvoir mettre du tribalisme. Mais avec le nouveau Congo, tout est possible. Peuple congolais, ne vous laissez pas intimider par les critiques que ce que les Congolais viendront faire. Nous l'avons étudié et expérimenté que tout est possible. Peuple congolais, depuis que nous avons commencé des vidéos, nous vous avons déjà tout dit. Qui est Sassou? Nous vous avons déjà parlé. Comment les anciens présidents ont dirigé ce pays, tant sur le plan économique et des assassinats. Nous vous avons fait connaître Sassou, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et nous avons fait un rappel pour ceux qui le connaissaient. Et nous avons dit que Sassou, c'est un félin. Nous avons démontré que c'est un pervertisseur. Et nous avons dit que ce que Sassou montre comme dette du pays, ce n'est qu'à l'image comme un iceberg. Nous avons été surpris aujourd'hui de dire que nous apprenons, oh non, mais la dette, on vient de découvrir en Suisse que ce que Sassou a dit au FMI, c'était pas ça. Mais on vous l'a déjà dit, que ce que la dette qui prouve, ce n'est que le 1/10 de la dette totale. Ce qu'il a donné au FMI, ce n'est que le 1/10. Le 9/10 est caché et vous allez continuer à les découvrir. Nous avons vu dans les réseaux sociaux. Eh oui, nous vous avons déjà sensibilisé. C'est comme ça, peuple congolais, allez-y suivre tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est la vérité. Nous avons aussi dit que Sassou, il est attendu à l'enfer. Ce n'est pas parce qu'il va dans des églises de réveil, il va prier, ce n'est pas parce qu'il est allé saluer la main du pape, ou bien ce n'est pas parce qu'il s'est au haut niveau de leur loge maçonnique, il va aller à l'enfer. Il a trop fait du mal. Ouais, il a tué les Congolais. Tous les assassinats qu'a connu le pays, c'est lui qui est là. C'est lui qui a tué Marien Ngouabi. Aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Peuple congolais, vous le savez. Tout cela, on vous l'a dit et vous le savez maintenant. Nous avons rappelé vos valeurs que vous aviez connues. Les valeurs que vous ramenez du royaume Congo, du royaume Téké, du royaume Luango. Nous vous avons dit que Sassou veut diviser le pays en trois nations, mais en réalité, il ne va en faire que 2, parce que les Téké vont être indexés dans la région, dans les nations Mboshi. Mais quand lui, il parle de cette façon de faire, c'est pour faire de la vraie scission. Ce n'est pas la scission que le frère Roger Poiti-Pangou parle où tout le monde se sent hué sur lui. Non. Peuple congolais, vous connaissez maintenant Sassou. Et aujourd'hui, nous vous avons dit, nous n'allons pas diviser le pays. Le Congo est indivisible. Mais nous allons travailler de manière un peu du fédéralisme à la congolaise. Chaque région va rester autonome dans sa région. Voilà. Donc, Sassou ne pourra plus venir dans le pool, qui reste là-bas dans le pool, confisqué dans sa poule, avec tout son pouvoir qui reste là-bas. Que les gens du pool aussi restent ailleurs. Les gens du Niari restent ailleurs. Les gens de la cuvette ouest, nous avons entendu notre frère dire que les gens de la cuvette est nous ont marginalisés. Maintenant, vous allez rester seuls dans votre région. C'est vu de cette manière-là. On va développer les choses. Voilà. Comme ça, là, personne ne va plus aller attaquer l'autre. Non, nous n'en voulons plus. Peuple congolais. Voilà donc le résumé de ces 3 vidéos que nous avons mis en ligne pour vous dire que notre pays peut être traité autrement. Eh oui, maintenant que vous connaissez Sassou, nous allons maintenant faire notre lutte pour pouvoir le faire partie. Vous avez connu la politique de 5D qui va instaurer tout cela, nous vous l'avons dit. Au point où nous sommes venus pour conclure qu'un autre nouveau Congo est possible. Dans la prochaine vidéo, nous allons maintenant parler des acteurs qui sont dans ce combat. Dans le combat que nous sommes en train de faire, quels sont les acteurs? Comment il faut faire pour faire partir Sassou? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les tactiques? Voilà, c'est de ça qu'il sera question. Donc la première partie, vous connaissez le pays, vous connaissez comment le pays a été instauré, quelles sont nos valeurs. Tout ça, c'était de rappel pour vous dire.
Maintenant, nous allons entamer le combat. C'est ça que nous allons parler dans la prochaine vidéo. Nous allons donc parler plus précisément de l'immobilisme de la population. Nous avons entendu pourquoi le peuple ne descend pas dans la rue, pourquoi le peuple ne fait pas comme au Burkina Faso, ne fait pas comme l'hiver, l'été arabe. Peuple congolais, nous avons tout entendu, au point où ils ont qualifié ce peuple comme un peuple qui dort. Nous allons développer cela, peuple congolais, ne vous en faites pas. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Merci. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Congo, eto ya moteyina tufwetisarila ntieto. Tosalisana malamu bongo tobongisa Congo yo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Na bolingo na boboto pe bondeko Congo ekolonga. Congo kitoko, Congo mayele, Congo bomengo, Congo ya bakoko, Congo boboto, Congo ya kimia, tobongisa. Boyokani ememaka kimia na kinyande tokotonga mbokai. Pena mosala, tokolonga ye. Na makasi akongo tosala totonga tobongisa tosangisa mpe mololi totikela basusu. mabele bakoko batikela biso tobatela yango malamu e. Lobi bana bakotunatuna nini tosala mpona Kongo. Kongo mboka na ye, Kongo mboka na nga, Kongo mboka na yo, Kongo mboka na biso nyonso ye. Mboka na biso etonda bisango, etonda bomengo, Lengeleleme yami, eleme moninga litomba te, litomba te, litomba te. Ngiti mwana Kongo, Kongo mba barato, lepenga drapo. Ebangwala gatoreto datori kasungi kenodio ngatutanunga